aujourd'hui, c'est dans le cadre d'une école en marche pour le développement durable, avoir un moment où on sensibilise les élèves, mais au-delà de ces élèves-là, les parents et tout l'environnement, tout le voisinage, les familles, le quartier. Sensibiliser à la question de l'environnement et du développement durable est vital pour sauver cette planète. On s'amuse beaucoup avec les énergies fossiles, avec la pollution, et on ne se rend pas compte qu'on est en train de mettre en danger l'humanité et mettre en danger la vie sur Terre. Alors vous, je pense que vous avez bien compris ce qu'il y a lieu de faire. Alors aujourd'hui, on veut passer par le prétexte de la COP. Vous allez simuler ce qui se fait à la COP à l'intention de la communauté. On va commencer par la communauté du cours Sainte-Marie de Anne. Voilà pourquoi on réalise cette petite vidéo qu'on va partager avec ceux qui voudront bien la visionner. Nous espérons donc que l'action va porter. Nous espérons que notre message sera bien perçu. En tout cas, je vous fais confiance. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Mendy, qui va commencer la présentation de la séance. Il est important de revenir sur certains concepts qui vont être utilisés par les élèves. Alors, vous entendrez parler de COP, vous entendrez parler d'atténuation, vous entendrez parler d'adaptation et de fonds verts pour le climat. Et il est important que vous sachiez ce que c'est. Et c'est pourquoi je m'en vais faire une présentation de ce qu'est une COP. Sur la base d'un support de 5 slides de l'Agence française de développement. Qu'est-ce qu'une COP? Qui participe? Donc d'abord, COP signifie conférence des parties, mais le sigle est en anglais, donc Conference of Parties, et qui se réunit chaque année pour parler du climat. Mais tous les 2 ans, on parle du climat, mais ensuite, on y ajoute des thématiques liées à la biodiversité et à la désertification. Et comment est-on arrivé à organiser une conférence sur le climat chaque année? C'est que il y a eu un état des lieux qui a été fait en 1987 par un rapport qui a été publié qu'on a appelé le rapport Brundtland. Brundtland du nom de la responsable de la commission qui devait faire l'état des lieux. Et sur la base de ce rapport, plus tard, en 1992, au sommet de la Terre de Rio, il y a eu l'adoption de 3 conventions. D'abord, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention sur la diversité biologique et la Convention sur la lutte contre la désertification. Et donc, à partir du sommet de la Terre de Rio, est né donc, le secrétariat qui s'occupe de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, c'est ce secrétariat qui est présent ici. Par la suite, pour étoffer la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, il a fallu qu'il y ait d'abord le protocole de Kyoto, en 1992, et par la suite, l'accord de Paris en 2015, donc qui viennent un peu étoffer la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors, les acteurs qui s'y réunissent, vous les avez vus, donc les représentants des pays, des institutions internationales, des entreprises, les représentants des groupes de jeunesse, des villes, ONG, et autres. Comment ça se déroule?
Il y a plusieurs phases. La COP tient sur 2 semaines et généralement c'est organisé au mois de décembre. Donc, depuis un certain temps, la COP se tient au mois de décembre. Et il y a plusieurs séances qui se font. Il y a d'abord la plénière qui se fait à l'ouverture et à la fin de la COP. Et donc c'est une forme de plénière que nous avons voulu simuler aujourd'hui avec la prise de parole des délégations donc des pays. Il y a l'autre phase, c'est la phase de négociation où les gens se retrouvent en groupe, en sous-groupe, à l'échelle régionale, à l'échelle continentale, ou bien même maintenant selon les intérêts communs. Ça peut être formel, ces négociations, comme informel. Et c'est en ce moment aussi que les groupes de lobby, au niveau des couloirs, rencontrent les représentants pour essayer de leur faire part de leurs préoccupations et de leurs projets. Il y a aussi les rencontres au niveau des pavillons. Et c'est en ce moment que les groupes, les entreprises, comme celles que vous voyez ici, présentent ce qu'ils font par rapport au changement climatique. Mais comme on n'a pas de pavillon et autres, on a voulu les représenter ici. Et ils vont prendre la parole par la suite, donc à la suite des représentants des pays. Les États se préparent à la COP en identifiant les priorités nationales, en coordonnant aussi les positions à l'échelle régionale. Donc si c'est les Africains qui vont, ils peuvent discuter autant au niveau national qu'au niveau sous-régional avec, par exemple, l'espace CEDEAO, pour avoir les motivations qui soient communes. Et donc c'est ça qu'ils vont porter au niveau de la COP. Il y a toute une logistique aussi qui est mise en place par ces pays participants à la COP. Il y a aussi d'autres acteurs qui sont des acteurs non étatiques, donc les ONG. Alors, des ONG comme Greenpeace souvent organisent des manifs pacifiques avec des pancartes et autres pour sensibiliser un peu la population. Et aussi parler au monde entier à travers la presse. Et après, il y a juste des petits panels qui sont organisés par des multinationales pour un peu exposer l'avancée de la question des finances et autres. Donc, sous cette forme-là, au niveau de la photo. Donc, voici en gros ce qu'est une COP et un peu les étapes des négociations qui durent, encore une fois, je le rappelle, sur 2 semaines. Qui tiennent sur 2 semaines. Et la dernière COP qui a été organisée, la COP 28, a eu lieu aux Émirats Arabes Unis, plus exactement à Abu Dhabi. Alors maintenant, puisqu'on sait ce qu'est une COP, nous allons voir 2 autres mots qui vont être utilisés, à savoir atténuation et adaptation. Déjà, il faut retenir que ce sont des solutions au changement climatique. L'atténuation s'attaque aux causes du changement climatique et l'adaptation aux conséquences. Donc, par un extrait vidéo, une capsule, on va découvrir ce que c'est. Les solutions existent pour faire face au changement climatique. On peut distinguer plusieurs types de solutions. La première, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça peut être réduire l'utilisation de la voiture, diminuer les émissions de l'industrie, réduire notre consommation d'énergie, notamment dans les bâtiments. Les mesures sont assez nombreuses. La deuxième solution face au changement climatique,
c'est aussi de s'adapter aux impacts du changement climatique. Elle peut se faire de différentes manières. On peut s'adapter aux impacts de manière plutôt réactive, c'est-à-dire que lorsque une catastrophe survient, un agriculteur peut décider de vendre son bétail ou de diminuer les rations de nourriture. Cependant, pour ce type de réaction, on ne parle pas d'adaptation au changement climatique, car ces stratégies peuvent être dommageables à long terme. Au contraire, on parle d'adaptation au changement climatique quand on planifie et quand on prend en compte dans nos décisions les prévisions futures du changement climatique. Cela veut par exemple dire, pour un agriculteur, de se préparer à des sécheresses de plus en plus récurrentes en changeant de culture. Il va pouvoir cultiver du manioc ou une céréale qui demande moins d'eau, plutôt que du maïs demandant beaucoup d'eau dans une zone qui sera soumise aux sécheresses. Après cette petite précision de concept, nous allons sans plus tarder passer à l'adresse. Distingués délégués, nous sommes honorés de vous accueillir à cette conférence des parties. Nous sommes l'ONU et nous représentons les membres du secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Alors que nous nous réunissons ici aujourd'hui, le monde fait face à une crise sans précédent qui menace notre planète et nos populations. En effet, le changement climatique est une réalité indéniable qui exige une action urgente et concertée de la part de la communauté internationale. Les preuves scientifiques sont irréfutables. Les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient, les températures augmentent et les écosystèmes sont mis en péril. Depuis des années, le changement climatique fait des ravages sur nos continents, nos pays et bouscule nos États. De même, nous sommes à un moment critique de l'histoire de l'humanité. Si nous ne prenons pas des mesures décisives dès maintenant, les conséquences pourraient être catastrophiques pour nos générations futures. Cependant, nous restons convaincus que c'est aussi un moment d'opportunité. C'est l'occasion pour nous de nous unir, de mettre de côté nos différences et de travailler ensemble pour protéger notre planète, notre maison commune. Les défis que nous devons affronter nécessitent une action collective et coordonnée à l'échelle mondiale. Les pays comme la Chine, les États-Unis et la Russie jouant un rôle crucial en raison de leurs émissions de gaz à effet de serre importantes. Les pays les plus petits et les plus vulnérables tels que le Chili, l'île Maurice, Haïti, le Sénégal et le Vanuatu étant confrontés à des défis uniques en matière d'adaptation. Sans négliger l'empreinte carbone du Brésil, du Mexique, de la France et des Émirats arabes unis. Nous accueillons aussi avec gratitude la participation active des acteurs non étatiques tels que la Banque mondiale, les ONG Greenpeace, le GIEC, les entreprises BlackRock ainsi que Total Energy. Leur expertise, leurs ressources et leurs engagements sont indispensables pour renforcer notre réponse collective au changement climatique. Enfin, nous saluons également la présence de la presse internationale représentée par les médias tels que Brut Nature, ayant un rôle crucial dans la sensibilisation du public et la promotion de l'action climatique. Ainsi, en tant que membres de la communauté internationale, nous avons le devoir moral de préserver la santé de notre planète et les générations futures. Cela signifie prendre des mesures courageuses pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre,
investir dans des ressources d'énergie propres et renouvelables et soutenir les pays les plus vulnérables à s'adapter au changement climatique. Pour finir, nous tenons à rappeler que le temps presse. Nous ne pouvons plus nous permettre de tergiverser ou de reporter nos actions. L'heure d'agir est venue et nous devons agir maintenant. Merci. Merci Sénégal de Teranga. Étant les organisateurs de cette COP28, nous tenons à vous remercier de votre présence. Avec un bilan mondial aussi déficitaire, l'heure n'est plus au constat du réchauffement climatique, mais à l'action urgente et solidaire pour sauver la planète, notre habitat commun. C'est d'ailleurs ce qui fera le succès de cette rencontre tant attendue par nos peuples respectifs. Le Sénégal est un pays hautement vulnérable aux effets du réchauffement et les mesures d'adaptation en place au niveau national sont insuffisantes face aux aléas climatiques croissants. Ainsi, le pays est témoin d'une série d'événements climatiques extrêmes tels que la montée du niveau de la mer et l'érosion des côtes, la salinisation des sols, la perte de biodiversité ou encore la désertification. En outre, l'économie du pays dépend largement de secteurs sensibles au climat, notamment l'agriculture, l'élevage et la pêche. Ainsi, de part et d'autre du territoire, on relève de nombreux cas de figure où il n'est plus possible de s'adapter et où des pertes et dommages sont à déplorer. Selon notre partenaire, la Banque mondiale, notre pays pourrait perdre jusqu'à 8% de son PIB d'ici 2030 en raison des effets des changements climatiques, ce qui toucherait en priorité les revenus des personnes les plus pauvres. De même, le Sénégal reconnaît l'importance de la coopération internationale pour faire face aux défis climatiques. C'est pourquoi nous sommes déterminés à apporter notre contribution dans l'élaboration de solutions efficaces et équitables pour protéger notre planète et ses habitants. À cet effet, pour limiter les changements climatiques, le Sénégal a initié plusieurs lois et a mis en place depuis 2011 le Comité national sur les changements climatiques, un organe de coordination de la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. À cela s'ajoute l'adoption des objectifs de développement durable qui étaient intégrés dans le plan Sénégal émergent et son plan d'action prioritaire avec un accent sur la limitation d'émissions de gaz à effet de serre. Dans le même contexte, un décret a été établi pour préparer et mettre en œuvre la politique en matière de veille environnementale, la lutte contre les pollutions et de protection de la nature, de la faune et de la flore. De plus, notre pays et la Banque mondiale ont travaillé à la conception d'un nouveau système de transport intelligent pour la ville de Dakar qui permettra d'acheminer 300 000 voyageurs par jour. Ce projet de système de bus rapide BRT améliorera les conditions de déplacement et raccourcira de moitié le temps de trajet moyen aux heures de pointe, sans compter qu'il jouera un rôle central dans la réduction des émissions de carbone liées au transport dans le pays. Sa mise en circulation est déjà effective. Aujourd'hui, avec le projet du nouveau gouvernement, la mise en œuvre de la contribution du Sénégal est estimée à un coût de 14 milliards de dollars US, soit 855 milliards de francs CFA. Ce financement, nous espérons l'obtenir à travers la solidarité internationale et le Fonds vert climatique. Sur ce, nous déclarons les travaux de la COP édition 28 ouverts. Nous vous remercions. Mesdames et messieurs, les représentants des partis présents à cette COP28, chers représentants des institutions de Bretton Woods, distingués invités du pays des sombreros et des ponchos, vous saluent. Notre pays, le Mexique, est la deuxième puissance économique d'Amérique latine avec plus de 120 millions d'habitants. C'est un pays moderne, jeune à l'économie ouverte, en particulier vis-à-vis de son voisin américain. Concentrant plus de 10% de la biodiversité mondiale, c'est aussi l'un des pays les plus riches de la planète en matière de biodiversité. La croissance économique rapide du pays a néanmoins des conséquences préoccupantes sur l'environnement. En effet, l'urbanisation rapide de la population mexicaine la rend encore plus vulnérable au changement climatique. Tandis que les villes concentrent leurs risques et actifs sur les zones restreintes, rendant les événements météorologiques extrêmes encore plus dommageables. En ce sens, notre capitale, Mexico, l'une des mégalopoles les plus grandes exposées du monde, est particulièrement concernée. La population vit sous la menace de la raréfaction de l'eau, un problème qui ne date pas d'hier, mais qui pourrait bien s'aggraver à cause du changement climatique. De même, ces dernières années, le Mexique a connu des catastrophes naturelles d'une ampleur et d'une fréquence jamais vues auparavant. Ouragans,
pluies torrentielles, glissements de terrain, inondations dans certaines régions et pénurie d'eau dans d'autres. C'est pourquoi, conscient de l'impact du réchauffement climatique, le pays a mis en place plusieurs plans d'action afin de prémunir contre ces tempêtes très sévères. Par exemple, certaines parties du littoral plus susceptibles d'être ravagées par les ouragans ont été récemment renforcées. Les résidents de ces zones sont évacués 3 jours avant que la tempête n'atteigne la côte et l'armée est ensuite déployée pour aider aux travaux de reconstruction. Par ailleurs, le Mexique s'est doté depuis 2013 d'une loi du changement climatique, qui avait un objectif ambitieux, faire baisser les émissions de gaz à effet de serre du pays de 20% d'ici 2020 et de 50% 30 ans plus tard en 2050. La loi comprenait des domaines tels que la gestion des déchets solides, l'agriculture durable et la conservation des ressources naturelles. Il a fallu faire des réajustements et c'est ainsi le Mexique a augmenté ses objectifs d'atténuation en visant une réduction de 35% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 contre un objectif de réduction de 22% de sa précédente soumission en 2020, ce qui représente une augmentation de l'objectif conditionnel précédent qui était fixé à 35%. Ce soutien à la concertation déterminée nationale est estimé à 2,2 milliards de dollars US. Car l'État accompagne un nombre croissant d'agriculteurs qui se lancent dans l'agriculture durable pour protéger le sol contre l'érosion. Et dans le même sillage, de nombreux États commencent à produire au moins une partie de leur électricité grâce aux énergies renouvelables. Pour finir, nous considérons que les solutions au changement climatique doivent être trouvées de manière concertée. Car si les conséquences persistent par notre inertie, le futur des générations à venir sera hypothéqué. Je vous remercie. Excellences, mesdames et messieurs, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et d'engagement envers notre planète que nous prenons la parole aujourd'hui au nom du peuple brésilien à l'occasion de cette conférence sur le climat. Le Brésil, en tant que gardien de l'Amazonie, le poumon vert de notre planète, reconnaît pleinement sa responsabilité dans la protection et la préservation de cet écosystème vital. Nous sommes conscients que la déforestation excessive et la dégradation de nos forêts menacent non seulement la biodiversité, mais également le climat mondial. En effet, nous sommes leaders en matière d'agriculture. Environ 19% du total de nos exportations sont consacrées à des matières premières agricoles, avec en tête les cultures de soja qui occupent 30% de la production mondiale. Toutefois, le Brésil ne compte que 1,6% des terres irriguées. Nous comprenons également que le développement économique et social de notre nation est essentiel pour le bien-être des Brésiliens. C'est pourquoi nous nous engageons à trouver un équilibre entre la conservation de nos ressources naturelles et une économie durable. De ce fait, nous sommes prêts à travailler en partenariat avec la communauté internationale pour relever ces défis complexes. Nous appelons à une collaboration renforcée basée sur le respect mutuel, la compréhension des réalités nationales et la solidarité entre les nations. Ainsi, le Brésil propose plusieurs mesures pour atteindre ces objectifs, tels que la surveillance de la forêt amazonienne pour mener le combat de manière efficace contre les feux de forêt et l'application des lois environnementales pour lutter contre la déforestation et encourager la gestion durable des terres. Promotion de l'économie verte et l'innovation technologique favorisant le développement durable et stimulant la croissance économique par la création de nombreux emplois. Investir dans la recherche et le développement des technologies propres, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l'agriculture durable et la préservation de la biodiversité. Faire des collaborations internationales accrues pour partager les meilleures pratiques, les technologies et les pratiques afin de relever les défis environnementaux mondiaux de manière collective. Sensibiliser et éduquer le public sur l'importance de la préservation de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique, en particulier auprès des communautés locales et des populations autochtones vivant dans les zones forestières. Mesdames et messieurs,
La tâche qui nous attend est immense, mais nous ne devons pas céder au découragement. Ensemble, avec détermination et vision, nous pouvons transformer les défis d'aujourd'hui en opportunités pour les générations futures. Nous vous remercions. Excellences, mesdames et messieurs, chers collègues, nous vous saluons et nous sommes ravis de participer à cette COP28 où l'occasion nous est donnée de parler de notre pays, le Vanuatu. À cause de sa situation géographique, le Vanuatu est un des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles. En effet, l'archipel se trouve à la fois sur un arc volcanique et dans une zone cyclonique. Dans un pays où 80% de la population vit d'activités fortement dépendantes du climat, agriculture, pêche et tourisme. Les grandes perturbations dues au changement climatique sont à prendre très au sérieux. Si seulement un tiers du territoire est cultivable, l'agriculture reste tout de même le premier secteur économique du Vanuatu. Avec la croissance démographique, les pratiques agricoles non durables se sont multipliées. Défrichage et brûlis, période de gestion insuffisante et surpâturage, contribuant à dégrader les terres dans tout l'archipel. Par ailleurs, la diminution de la surface des forêts a rendu le pays plus vulnérable face aux crues torrentielles causées par les précipitations intenses, aux glissements de terrain et aux phénomènes météorologiques extrêmes, comme le cyclone Pam survenu en 2015, le cyclone Harold en 2020, deux cyclones massifs, Judy et Kevin, de catégorie 4, qui ont frappé la nation insulaire en l'espace de 24 heures, le 3 et le 4 mars 2023, et le cyclone Lola, le 25 octobre 2023. Afin d'atténuer les changements climatiques et d'améliorer son potentiel d'adaptation, le Vanuatu s'engage pour une gestion durable des forêts. Le pays met actuellement en œuvre une stratégie de restauration des forêts et des paysages, SRFP, ambitieuse. De plus, le Vanuatu, pays insulaire du Pacifique avec une population d'environ 300 000 habitants répartis sur 83 îles, dont 16 inhabitées, est devenu pionnier mondial en matière de climat. En effet, depuis août 2022, le Vanuatu a publié son plan climatique, dans lequel le pays s'engage à passer presque entièrement aux énergies renouvelables d'ici à 2030, notamment en utilisant de l'huile de coco pour produire de l'électricité. Mais notre pays tente aussi de faire plus que cela et demande l'aide des puissants États qui ont la plus grande responsabilité d'agir sur le changement climatique. Car, contrairement aux États riches du Nord, le Vanuatu a déjà un bilan négatif en termes de carbone. Ces forêts et ces océans absorbent plus de carbone que le pays n'en produit aujourd'hui. Or, le pays insulaire souffre de l'injustice inhérente du changement climatique. Ceux qui ont le moins contribué au changement climatique en subissent les pires effets. Le Vanuatu propose maintenant de défier cette injustice. L'une des façons dont les États puissants ont esquivé leur responsabilité est de prétendre qu'un mécanisme de dommages et intérêts serait trop compliqué. Mais le Vanuatu a proposé un modèle. La publication d'un plan d'action chiffré et précis indique ce dont le Vanuatu a besoin et pourquoi faire. En ce sens, son estimation des dommages et intérêts s'élève à environ 178 millions de dollars avant 2030. Le Vanuatu demande donc aux donateurs de démontrer leur engagement en finançant leur plan d'action. Ensemble, chers délégués, nous pouvons. Seuls, nous sommes inefficaces, isolés, nous disparaîtrons sous les flots des cyclones. Alors, faisons le nécessaire pour atténuer les effets de changement climatique sur les Vanuatais et leur permettre de s'adapter. Notre revenu est stand-up. Nous nous tenons devant Dieu. Telle est notre devise. Nous vous remercions. Mesdames et messieurs, les représentants des pays, organisations et structures présentes à cette édition 28 de la conférence des partis, nous vous saluons chaleureusement. La géographie très particulière de notre pays, le Chili,
mince bande de terre courant sur plus de 4000 km du nord au sud, entraîne naturellement une grande diversité de climats. Toutefois, si dans les années 1980, il pleuvait en moyenne 350 mm par an dans le centre du Chili, en 2023, les précipitations ont été réduites de plus de la moitié. Et dans les années à venir, la quantité de pluie continuera à baisser en raison du réchauffement climatique. Près de 70% de la population chilienne vit dans des zones soumises à la sécheresse, où les précipitations ont diminué de manière significative ces dernières années. De même, notre pays est le 16e pays le plus fortement atteint par le réchauffement climatique. En effet, la zone centre-sud est confrontée à la flambée des glaciers, à la désertification et à la rareté des ressources en eau, en augmentation des températures avec les vagues de chaleur, à la fréquence de plus en plus grande des incendies de forêt. À cela s'ajoute que le fait que le Chili est le deuxième pays d'Amérique latine où les niveaux de pollution d'air sont les plus élevés. Conscient de tous ces enjeux liés au changement climatique, notre pays a entamé des plans d'action, d'adaptation et d'atténuation tels que l'action climatique. En 2017, le Chili a ratifié l'accord de Paris. En 2020, le gouvernement a dévoilé le projet de loi cadre sur le changement climatique qui attribue des responsabilités spécifiques pour favoriser l'atténuation et l'adaptation au changement climatique tout en promouvant un développement durable qui équilibre les intérêts environnementaux et économiques. Cette loi est actuellement en vigueur. La mobilité urbaine. Ces dernières années, le Chili a emprunté la mobilité durable à travers une série d'actions, telles que l'électromobilité, les plans de transport et la mobilité active. Le pays est devenu une référence de pointe, aussi bien en Amérique latine que dans le monde entier. Suite à la rénovation de ces bus électriques, le système Transsantiago est le plus grand système de transport public de la région et le deuxième dans un pays en voie de développement après la Chine. La gestion des déchets organiques. Depuis 2018 et jusqu'en 2030, le Chili travaille sur la valorisation énergétique des déchets organiques pour atténuer les émissions de méthane avec l'incinération des déchets et la récupération d'énergie, la pyrolyse, la gasification et la gestion anaérobie. La finance climatique. Depuis 2017, des textes verts ont été mis en œuvre pour soutenir les efforts visant à réduire la pollution atmosphérique locale et à atténuer les gaz à effet de serre de manière rentable. C'est à ce niveau que nous voulons nous arrêter pour vous solliciter solennellement l'aide internationale par le biais du Fonds vert pour le financement de certains de nos projets estimés à environ 2,5 milliards de dollars. Ensemble, nous devons agir vite, main dans la main, pour préserver notre héritage et celle des générations futures. Nous vous remercions. Sur le monde étatique, souvent ils ont des stands, des pavillons qui leur sont réservés afin d'y faire leur présentation. Et comme on n'en a pas ici, nous avons suggéré de pouvoir faire une présentation comme les acteurs étatiques. Alors sans plus tarder, nous allons écouter le GIEC. Mesdames et messieurs les représentants, chers acteurs qui contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique, nous, le GIEC, vous adressons nos chaleureuses salutations. Qu'est-ce que le GIEC? En 1988, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation météorologique mondiale ont créé le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. En ce sens, nous sommes un organe des Nations Unies chargé de l'évolution objective de la recherche scientifique sur le changement climatique. OMM ou des Nations Unies, le GIEC compile et synthétise les connaissances scientifiques les plus récentes sur le climat. Avec 195 pays membres, le GIEC est reconnu comme la principale autorité internationale d'état des connaissances en matière de changement climatique. Notre groupe renferme en son sein plus de 2000 scientifiques de divers domaines tels que la climatologie, l'hydrologie, la météorologie, la sismographie, l'économie, etc. Le GIEC est organisé en 3 groupes de travail qui étudient
les principes physiques et écologiques du changement climatique, groupe 1, les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique, groupe 2, les moyens d'atténuer le changement climatique, groupe 3. Que fait le GIEC? Nous fournissons au gouvernement et à la société des informations scientifiques qui leur permettent d'élaborer des politiques climatiques. Ces informations jouent un rôle crucial dans les négociations internationales sur le climat, comme cette COP28 où l'on se trouve en ce moment. Plus précisément, le GIEC vise à fournir des informations scientifiques solides, équilibrées et surtout pertinentes pour l'élaboration des politiques, une compréhension scientifique approfondie des mécanismes et des répercussions du changement climatique, une évaluation des conséquences et des risques associés au changement climatique, une série d'actions pour l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de leurs effets. Pour s'assurer que ces rapports sont pertinents et répondent aux préoccupations sociétales spécifiques de chaque pays en matière de climat, le GIEC implique des scientifiques et des représentants des gouvernements dans un processus de collaboration. Bien que le GIEC ait été créé à la demande des Nations Unies, il fonctionne de manière autonome, ce qui garantit l'intégrité et l'indépendance de ses conclusions scientifiques par rapport à l'agenda des Nations Unies. Ainsi, nous pensons que nos rapports vous permettront, chers délégués, de prendre des décisions éclairées et de mener des actions concrètes en vue d'apporter des solutions au changement climatique. Nous vous remercions. Chers délégués, chers invités, nous sommes ici réunis à cette COP28 dans un moment crucial pour notre planète. La crise climatique que nous affrontons est un défi sans précédent, mais c'est également une opportunité unique de redéfinir notre avenir. Brut Nature est un média en ligne né en 2016 qui s'intéresse à plusieurs thématiques dont celle environnementale. Aujourd'hui, nous souhaitons vous parler de la nature et de la matière dont elle peut être à la fois notre allié et notre guide dans cette lutte contre le changement climatique. Nous voyons chaque jour les impacts de notre négligence car les forêts sont abattues à un rythme alarmant. Chaque année, nous perdons au moins 10 millions d'hectares. Les océans s'acidifient et se remplissent de plastique. Chaque année, plus de 8 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans nos océans. De même, les espèces disparaissent à un rythme effroyable. Selon des estimations, environ 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées ou ont disparu. Prenons à ce propos quelques exemples. Le moa, un grand oiseau disparu au XVe siècle du fait de l'action anthropique. Le thylacine au loup de Tasmanie ou encore tigre de Tasmanie. Ce prédateur marsupial australien a disparu en 1936 de Tasmanie à cause de la chasse intensive encouragée par des primes d'abattage, mais aussi par l'enracinement des colons dans son milieu naturel. Le dauphin de Chine ou Belgique. Ce dauphin d'eau douce a été déclaré fonctionnellement éteint après 39 jours de recherche lors d'une expédition en décembre 2006 qui fut incapable de trouver un seul spécimen. Sa disparition s'explique par la surpêche, la population importante des rivières chinoises et notamment du Yangtze-Jiang, le nombre croissant des croiseurs parcourant le Yangtze-Jiang, empêchant l'écolocation du dauphin de fonctionner ou les blessant avec leurs hélices et les filets de pêcheurs capturant les dauphins. Le rhinocéros blanc du Nord, le 19 mars 2018, le dernier mâle de cette sous-espèce Sudan est mort, laissant seulement 2 femelles vivantes, Nadine, 30 ans, et Fatou, 19 ans. La disparition d'insectes coccinelles, abeilles ou papillons décline à un rythme vertigineux. En 2023, il a été constaté qu'au moins 75% d'espèces de la biomasse des insectes ont disparu, entraînant par la même occasion une chute vertigineuse des oiseaux.
des oiseaux. Ces destructions anthropiques causées par l'homme, pour la plupart, ne sont pas seulement des tragédies écologiques, mais affectent au plus haut niveau le rôle dans la biodiversité, qui ne sera plus où on peut jouer, et ce dans les services écosystèmes comme la pollinisation, la régulation du climat et la purification de l'eau qui sont indispensables à notre existence. Mais il y a de l'espoir. En été, la nature, lorsqu'elle est protégée et restaurée, a une capacité étonnante de régénération. Et pour y arriver, nous avons besoin du soutien et de l'engagement sincère de la part de la communauté internationale. Ainsi, nous pouvons créer ensemble un avenir où l'humanité coexiste en harmonie avec la nature. Et Brut Nature continuera à jouer son rôle de sentinelle. Merci. Représentants, pays et acteurs non étatiques présents dans cette COP, le groupe Greenpeace vous délivre ses salutations. Greenpeace est un réseau international d'organisations indépendantes qui agissent selon les principes de non-violence pour protéger l'environnement, la biodiversité et promouvoir la paix. Nous nous appuyons sur un mouvement de citoyens engagés pour construire un monde durable et équitable. En effet, le changement climatique, inégalités grandissantes, injustice sociale, migration et conflits armés, de tous les grands défis de notre époque auxquels nous devons répondre de toute urgence sont intimement liés. Tout comme les structures de pouvoir qui en sont à l'origine et les mentalités qui s'en accommodent. C'est pourquoi, à Greenpeace, nous sommes convaincus qu'il est indispensable d'agir pour les transformer conjointement. Que faisons-nous? Nous agissons avec espoir et détermination pour accélérer la sortie des énergies fossiles, renforcer le déploiement des énergies renouvelables, protéger les forêts, les océans et défendre les droits des populations face aux abus des industries partout dans le monde. Depuis sa création, Greenpeace est une organisation indépendante des États, pouvoirs politiques et économiques. Greenpeace n'est soutenu par aucun parti et n'en soutient aucun. Cependant, notre mission nous conduit à interpeller les responsables politiques pour que les problèmes que nous dénonçons et les solutions que nous proposons soient considérés. Cette indépendance politique repose sur une indépendance financière totale. Greenpeace ne vit que des contributions des particuliers qui ont choisi de soutenir sa démarche. De ce fait, nous ne cherchons pas de financement durant cette COP, mais nous voulons juste que la parole laisse place à l'action. Que dire des chaos climatiques? Le dérèglement du climat est un grand fléau de notre temps. Nous sommes face à une grande urgence. Les événements climatiques extrêmes se multiplient, la fonte des glaces s'accélère, les scientifiques du GIEC nous mettent en garde contre les conséquences catastrophiques d'une hausse des températures supérieures à 1,5 degré Celsius. Tous les signaux sont au rouge et des millions de personnes sont déjà victimes partout dans le monde et sont contraintes de fuir leur zone d'habitat. Et les solutions pour décarboner le système de production et nos modes de vie sont connus mais pas appliqués. Nous agissons partout dans le monde pour exiger des actions fortes et différenciées des États, des entreprises et des populations. Nous promouvons également de nouvelles règles pour la mondialisation en défendant un modèle de commerce plus juste, transparent et équitable. Enfin, depuis son origine, Greenpeace appelle au désarmement et à l'élimination des armes nucléaires et aujourd'hui à protéger les droits des réfugiés et victimes des conflits ou des règlements climatiques. Protégeons donc la planète et permettons à la génération future de vivre en harmonie. Nous vous remercions du temps accordé. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers ONG et acteurs déterminés dans la lutte contre les changements climatiques, nous vous saluons. Entre le changement climatique, conflits, atomies économiques, atteinte à la nature, le monde doit faire face à un cocktail délétère de crises qui exacerbe les inégalités et entraîne toujours plus de personnes dans la pauvreté. Il faut un effort collectif pour faire en sorte que notre planète reste vivable pour tous. Pour les habitants des pays en développement, le changement climatique est synonyme d'explosion des prix alimentaires et de pollution de l'air et de l'eau. Dans ces pays, il suffit d'une catastrophe naturelle pour plonger les familles dans la pauvreté, contraindre les parents à retirer leurs enfants de l'école et obliger des communautés entières à migrer. C'est dans ce contexte que le groupe de la Banque mondiale
a un rôle évident à jouer, soutenir ses pays clients afin qu'ils soient préparés à entamer leur transition décarbonée et à adapter des économies climatiques intelligentes, vertes, résilientes et inclusives. Quelles sont nos stratégies? Il faut rappeler que le groupe de la Banque mondiale est la plus importante source de financement pour l'action climatique dans les pays en développement avec des engagements qui ont atteint un montant record de 38,6 milliards de dollars sur l'exercice 2023 et qui contribue ainsi à soutenir les efforts visant à mettre fin à la pauvreté sur une planète vivable. L'ICI en outre engagé à aligner ses financements sur l'accord de Paris, ce qui consiste à intégrer systématiquement les enjeux du climat dans toutes ses activités. Il nous faut trouver comment financer un monde différent, résilient au climat, à même de produire une nourriture abondante et de préserver les ressources en eau et capable de vaincre la pauvreté. Il nous faut construire des hôpitaux qui résistent aux catastrophes naturelles et des routes à l'épreuve des fortes pluies. Il nous faut également adapter l'agriculture en promouvant des techniques culturelles qui permettent de réduire les émissions de méthane en mettant en place des programmes de protection sociale pour les agriculteurs en cas de mauvaise récolte. Et enfin, il nous faut restaurer les forêts et les mangroves pour réduire et stocker les émissions de carbone et pour protéger les populations côtières. Pour tout cela, les financements publics ne suffiront pas. Les pays doivent exploiter de nouvelles sources de revenus provenant du secteur privé et le secteur privé doit être en mesure d'opérer dans un environnement propice à des investissements climatiques indispensables. Face au changement climatique, elle appuie des solutions fondées sur la nature qui s'attachent à préserver et restaurer les forêts, protéger les bassins versants et les habitants, réduire les risques de catastrophes naturelles et protéger les moyens de subsistance. Elle compte actuellement plus de 14 milliards de dollars d'investissements en cours dans l'environnement, les ressources naturelles et les océans. Pour finir, la Banque s'est engagée à faire en sorte que la moitié de ses financements climatiques contribuent à soutenir l'adaptation et la résilience. Nous vous remercions. Chers partenaires internationaux, distingués invités, nous vous saluons. La société BlackRock est heureuse de participer à cette conférence des parties. Qui sommes-nous? Nous sommes une société multinationale américaine spécialisée dans la gestion d'actifs, dont le siège social est situé à New York. Fondée en 1988, elle est devenue le plus important gestionnaire d'actifs au monde, près de 18 milliards de dollars d'encours au 31 décembre 2023. BlackRock fournit des solutions d'investissement, de conseil et de gestion de risques de financement. De même, notre entité est un des investisseurs les plus importants dans 8 des plus grandes firmes pétrolières mondiales et détient plus de 87 milliards de dollars de parts dans des entreprises d'énergie fossile. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous pensons que nous avons un rôle déterminant dans le réchauffement climatique. Ainsi, depuis 2010, BlackRock mène une stratégie de consolidation informatique afin de faire évoluer son nombre de centres de données de 32 à 12 sites. Le recours à l'hydroélectricité renouvelable ainsi qu'à la fraîcheur du climat, refroidissant de manière naturelle les serveurs, permettant de réduire la consommation énergétique du centre de données. À partir de 2017, la société BlackRock s'est engagée dans un processus visant à intégrer le changement climatique dans ses stratégies d'investissement. Une équipe dédiée BlackRock Investment Stewardship est chargée de vérifier que les entreprises dans lesquelles BlackRock investit respectent leurs engagements environnementaux. En 2020, 244 entreprises sont identifiées par BlackRock, comme n'intégrant pas suffisamment les risques climatiques dans leur modèle de développement. En conséquence, la société a pris des décisions de vote défavorables, en dirigeant en place pour 53 d'entre elles et a placé les 191 restantes sous surveillance. De même, depuis janvier 2020, BlackRock a rejoint l'initiative Climate Action Plus, un groupe d'investisseurs qui dialogue avec les entreprises afin d'améliorer la communication des informations sur le climat et d'aligner leur stratégie commerciale sur les objectifs de l'accord de Paris. Aujourd'hui, pendant cette COP28, nous serons attentifs aux préoccupations du GIEC et des autres acteurs soucieux de la préservation de notre environnement afin de réduire notre empreinte carbone par des investissements verts, conséquents et durables. Nous vous remercions.
Les délégués des pays participant à cette COP, distingués invités, le groupe Total Énergie vous adresse ses respectueuses salutations. Merci d'être une entité favorisant les émissions de gaz à effet de serre. En effet, environ 25% des émissions de méthane proviennent du secteur pétrole et gaz. Total Énergie considère qu'il est de la responsabilité de ce secteur de réduire ses émissions de méthane pour tendre vers zéro émission de méthane dès 2030 et veut être un exemple au sein de l'industrie. Notre plan s'articule autour de 3 actions. Arrêt du torchage de routine, arrêt des évents, réparation des fuites des détections. Dès 2022, nous avons pris des objectifs concrets et très ambitieux. Moins 50% en 2025, moins 80% en 2030. Demain, après la décision d'investir 100 millions de dollars sur 15 ans dans les projets du Fonds Nature Based Carbon créé par Climate Asset Management, ciblant principalement la préservation ou la restauration de 3 types d'écosystèmes. Les forêts naturelles dégradées, des prairies impactées par l'activité humaine, ainsi que des zones humides. À l'occasion de cette COP28, une initiative d'ampleur entre compagnies nationales et internationales a été lancée afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie. La charte de décarbonation du gaz et du pétrole. Cette initiative rassemble plus de 50 compagnies avec lesquelles nous sommes partenaires pour plus des 2 tiers d'entre elles, représentant plus de 40% de la production mondiale de pétrole. C'est une avancée historique car elle fédère pour la première fois des compagnies internationales et des compagnies nationales de ce secteur autour d'objectifs concrets consistant non seulement à agir sur leurs émissions, mais aussi à rendre compte de leurs actions. Total Énergie a été l'une des premières compagnies à confirmer son adhésion. Pour finir, Total Énergie est conscient des enjeux d'une juste transition énergétique liée à nos activités. Et c'est pourquoi nous nous attelons à effectuer des transformations dans notre secteur pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Merci pour votre aimable attention. Nous voici au terme de cette simulation qui a été extrait avec un format assez réduit. Je n'avais pas forcément le temps pour faire les négociations par petits groupes, et ce n'est pas grave. Je veux en tout cas prendre la parole au nom des encadreurs, avec Mme Abdoulaye, avec Mme Sina, Mme Tin et moi-même. Et depuis février, chaque jeudi, on avait 1 heure entre 10 et 11 pour initier les enfants et les sensibiliser sur les concepts, faire la différence entre météo et climat, avoir une définition du développement durable, atténuation, les différents gaz à effet de serre qu'il y avait et autres. Donc, ça n'a pas été facile et le choix des classes, c'était dû au hasard. C'est trouvé qu'entre 10h et 11h, les différents encadreurs avaient cours dans cette classe. Ce qui a fait qu'on a pris la 4e rouge et la 4e bleue. Et donc, pour éviter de perturber les enseignements, donc on a choisi ces 2 classes pour effectuer la simulation. Et en tout cas, j'aimerais dire aux élèves qui ont participé, parce que même ceux qui ne sont pas ici, au niveau du présidium, sont dans la foule. En tout cas, j'aimerais vous dire merci d'avoir pu participer à ces temps de préparation, de prise de parole. Parce que l'autre objectif était de vous habituer à prendre la parole en public. Parce qu'au-delà de la COP28, c'est d'essayer de vous initier à la prise de parole en public. Demain, vous serez des acteurs, vous serez des décideurs, et c'est maintenant qu'il faut la prise de parole en public. Parce que parfois, vous pouvez aller jusqu'à être adulte,
et avoir d'énormes difficultés, avoir le trac lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public. Et donc c'est en ce sens aussi que cette activité était intéressante. Remercier aussi les collègues professeurs qui sont venus, que je vois dans la foule. Spécialement à vous, Madame Karim Tchaou, avec qui on a travaillé dans le COPIL E3D, ça fait maintenant plus de 2 ans. Et je pense qu'on continuera en tout cas à collaborer, avec certainement l'objectif de faire un travail commun avec le programme français. Et ça aurait été bien si la simulation faisait ça ensemble, mais c'est pas grave. L'année prochaine, ça nous permettra en tout cas d'affiner. C'est une première expérience pour les élèves du programme sénégalais, parce que ceux du programme français avaient eu à le faire au niveau du lycée Jean Mermoz. Alors, l'année prochaine, certainement, sera et voilà, faire un truc ensemble. Je ne sais pas trop si Mme Abdoulaye avait quelque chose ou un message à faire passer. Voilà. En tout cas, merci. Merci pour votre présence. Et comme je le disais, parmi les encadreurs, on a eu la chance d'ailleurs d'avoir une parmi elles qui a pu participer à la COP28, à la personne de Mme Tim, donc qui a été aux Émirats lors de la COP passée. Donc on a pu bénéficier de son apport non négligeable lors de la formation des élèves. En tout cas, merci pour ne pas être long. Je vous souhaite en tout cas un bon après-midi. Merci beaucoup. Et pas en tant que directrice du primaire, parce que l'environnement, ça me tient à cœur depuis plusieurs années. On est nombreux à travailler ensemble. Et je suis ravie que le programme sénégalais s'y mette. J'espère que l'année prochaine, on s'y mettra tous ensemble pour organiser quelque chose encore plus grandiose. Mais je crois qu'il y a de la relève. Il y a de la relève, je disais, de développer les compétences à l'oral, de développer les compétences futures pour tisser des professions et des engagements dans le développement durable. Je crois que vous pouvez être fiers de vous. En tout cas, j'espère que vous allez travailler ensemble là-dessus. Même ceux qui ne sont pas là, vous aurez retenu beaucoup de choses. Voilà, parce que c'est important, ces enjeux environnementaux pour notre avenir. Merci. Alors, merci.